Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 9e épisode du Seb Show dédié à vos questions-réponses. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Surtout dans des épisodes comme ça de questions-réponses. Donc, j'ai eu encore une bonne batch de questions. Fait que on va essayer. J'ai essayé encore de mixer des nouvelles avec des anciennes questions qui restaient depuis un certain temps. Il va m'en rester d'autres pour d'autres épisodes. Fait que si j'ai pas répondu encore, cassez-vous pas la tête, ça va s'en venir. Normalement, j'ai gardé quand même toutes les questions, même si j'ai pas fait de retour sur votre question par écrit. Souvent, j'ai gardé quand même les questions écrites quelque part. Si j'en oublie éventuellement, vous me les répéterez, il n'y aura pas de problème. Ça va me faire plaisir. Donc, on va commencer par une question assez récente de Matt qui m'a marqué, qui m'a indiqué: es-tu à l'aise lorsqu'un inconnu qui te reconnaît vient te parler? Sincèrement, j'ai aucun problème avec ça. J'ai eu des moments dans ma vie où c'était peut-être moins approprié, je dirais, que les gens venaient me parler, puis que malheureusement, c'était soit j'étais pressé, soit j'étais pas dans les meilleures conditions pour leur répondre. J'ai fait de mon mieux quand même, mais moi, je vois toujours ça un peu comme... Il y a des artistes... En fait, il y a deux mentalités très différentes. Il y a, en tout cas, comme moi j'ai remarqué beaucoup, je vous dis pas qu'il n'y a pas d'autres choses, d'autres types de personnalités, mais il y a beaucoup deux personnalités plus précises dans le monde artistique qui prédominent par rapport aux fans, par rapport aux gens qui viennent nous parler. Il y a certains artistes, ou même certaines personnes de la télé-réalité ou autres, qui sont comme: les gens m'écoutent parce que je suis bon, parce que je suis exceptionnel. Et il y a toujours comme une sorte de dédain ou d'arrogance par rapport aux téléspectateurs, par rapport aux gens qui les suivent, parce que pour eux, à leurs yeux à eux, c'est comme c'est eux qui ont le talent, et les autres, ben, sans nécessairement dire que les autres sont des trous de cul, mais ils voient les autres personnes comme des gens qui les adorent comme si c'était des dieux. Et donc, à ce moment-là, eux autres, c'est comme: ah, viens pas me parler parce que je suis tellement exceptionnel, toi, t'es rien. T'sais, il y a beaucoup d'artistes, malheureusement, il y a beaucoup de gens de la télé qui ont cette philosophie-là que eux, c'est eux qui c'est leur personnalité qui est exceptionnelle. Et non pas le fait que les gens les suivent. Et il y a les autres personnes qui, comme moi, voient un peu le fait de dire: ben, j'ai la situation que j'ai aujourd'hui, j'ai réussi à remporter le celui grâce à vous. C'est vous qui m'avez propulsé là, c'est vous qui m'avez donné cet appui-là. Donc, pour moi, je me sens humble par rapport au fait que quelqu'un vient me parler puis a trippé sur mon aventure ou autre. Il y a des gens qui m'ont déjà approché en me disant qu'ils me détestaient, ça c'est une chose, mais ceux qui me disaient que malgré tout, ça me faisait plaisir de le jaser. D'ailleurs, c'est arrivé dernièrement, ça a été assez drôle. Mais c'est ça, le fait quand même que les gens prennent le temps de venir nous parler, je trouve ça important de répondre, je trouve ça important de montrer que crime, vous êtes important, là. C'est vous qui faites en sorte que je pourrais dire que tout a été merveilleux dans nos vies. Puis je pense que malheureusement, il y a beaucoup d'artistes qui comprennent pas ça. Il y a beaucoup d'artistes qui voient la situation comme de façon inversée, comme je vous racontais. Et de ce côté-là, ben, je trouve ça dommage parce que, en mon sens, les êtres humains, on est tous égaux. On n'est pas nécessairement exceptionnels. Il y a des gens qui ont des talents particuliers, c'est bien, mais leur talent serait rien en plein milieu de la forêt alors qu'il n'y aurait personne qui verrait. Donc, c'est comme... puis il y a beaucoup d'artistes qui se sont brûlés comme ça au fil des ans en considérant que leur talent était tellement exceptionnel qu'ils se sont foutus de tout le monde. Puis finalement, ben, le fan, les gens qui les appuyaient, les gens qui les appréciaient, les ont abandonnés. Puis en les abandonnant, ben, c'est des gens qui sont devenus des moins que rien. C'est plate, mais c'est ça, tu sais. Je pense que la communauté qui nous apprécie est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qu'il y a de plus fort au-delà de notre talent. Parce que même un artiste qui va faire un film, je dirais, ou une télésérie, ou peu importe,
qui est moins hot, moins bonne, moins... Si cet artiste-là est apprécié et respecté, les gens vont quand même être compréhensifs. Les gens vont faire comme, oh, c'est pas grave, il est tellement bon sur autre chose. Il est tellement, tu sais, l'appui des gens va quand même être indéfectible de ce côté-là. Alors qu'un artiste qui se fout de tout le monde aura pas cet appui-là, aura pas cette bouée de sauvetage-là non plus. Mais ça, il y en a pas beaucoup qui le comprennent. Comme je dis, des fois, les situations sont un peu plus touchées. Il y a des situations qui sont un petit peu plus dures. Et ça dépend aussi de la personne, de l'insistance qu'elle a. Des fois, j'ai reçu des commentaires assez intenses sur certaines affaires qui m'ont mis inconfortable, je vous dirais. Mais bon, ça fait partie de la game, puis il faut s'adapter face à la personne qu'on a en face de nous autres. Mais ça me fait toujours plaisir de vous jaser quand vous me voyez. Si vous voulez me dire un petit bonjour, ça va me faire super plaisir. Donc, ensuite de ça, on a eu Jack Freeson, qui Ingrid Jack Freeson. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, j'étais pas sûr si je l'avais bien écrit. Qui m'avait marqué. Est-ce que tu as déjà lu L'essai à l'envers de la télé-réalité de Julie Lemay? C'est un livre qui a été publié en 2005 et comme j'avais répondu, je ne l'ai pas lu. Je me suis renseigné un petit peu sur le livre pour te répondre à ta question et tout. Il y a, je dirais, il y a plusieurs éléments par rapport au livre, sans l'avoir lu. Évidemment, il faut toujours prendre ça dans la balance. Je ne l'ai pas lu, fait que je peux pas juger de l'œuvre. Je sais que j'en ai entendu parler. Comme je dis, je me suis renseigné un peu, j'ai lu un peu par rapport au livre, mais j'ai pas lu le livre. Premièrement, quand Julie Lemay a vécu son aventure, c'était au tout début de la télé-réalité au Québec. Et il y avait des choses qui étaient un peu plus atroces, je vous dirais, dans le monde de la télé-réalité. Entre autres, Love Story, la première saison avec Guy Cloutier, avec toutes les choses qu'on a sues depuis. À l'époque de Julie Lemay, il était moins au courant de ce qui pouvait se passer en coulisses, le scandale qui en a découlé et tout. Donc, de ce côté-là, je vous dirais que elle l'a vécu peut-être d'une certaine façon qui était peut-être beaucoup moins nice, beaucoup moins professionnelle que ce qu'on a eu comme développement. Fait que je veux quand même mettre ça dans la balance que son expérience est peut-être légèrement différente de ce que même moi j'ai vécu. Par contre, et Julie Lemay le dit dans ses entrevues et dans ses livres, elle avait même pas lu le contrat de Love Story. Je crois que le problème que beaucoup de joueurs ont quand ils rentrent dans une télé-réalité, c'est qu'ils ont une certaine vision du jeu et ils se posent pas de questions de plus. Et ils n'essayent pas de se questionner sur pourquoi la production peut agir d'une certaine façon, pourquoi il arrive tels événements, pourquoi... Et ces joueurs-là, quand ils sortent de cette aventure-là, se sentent abandonnés parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Ils ne sont pas allés plus loin. C'est un peu avec de la naïveté, avec... on dirait que c'est des joueurs, des gens qui se mettent comme des œillères sur la réalité de ce que peut être la télé-réalité en général. Et eux considèrent toujours que ils vont bien sortir. Tout le monde qui participe à une télé-réalité, c'est comme moi je vais bien sortir, moi je vais être populaire, je vais être ci, je vais ça. Sans jamais mettre dans la balance de dire peut-être que j'ai vraiment une personnalité à chier, mais je le vois pas. Peut-être qu'ils vont exploiter mon côté négatif. Peut-être que... Et de toujours te questionner à tous les jours par rapport à ce qui se passe. Et c'est la différence que moi j'ai eue par rapport à mon expérience du LOF. C'est-à-dire que quand je suis rentré, j'étais pleinement conscient de ce que la production pouvait faire. Moi, j'avais lu tout le contrat, là, ligne par ligne. Je peux vous le garantir, avant de rentrer, autant au 4 qu'au 6. Puis au 6... j'ai tellement lu le contrat qu'il a fallu que l'avocat de la production appelle la production pour clarifier certains points que moi j'ai comme fait non, ça là, me semble que telle affaire, je veux avoir une assurance, telle chose. Et ça fait en sorte que la majorité des joueurs font pas ça. La majorité du monde ne lise pas les contrats, on s'entend. Moi, je suis un liseux de contrats, j'aime ça savoir à quoi j'ai affaire. Fait que je décortique ça comme il faut. Mais simplement pour vous dire que à Love Story 4, j'étais conscient par rapport aux caméras, j'étais conscient de ce que la production pouvait faire à un joueur, comment que la production pouvait quand même avoir un impact par rapport au jeu et par rapport à l'image qu'il transmettait à la télévision. Malgré tout, j'ai été surpris sur certains éléments. Mais je vous dirais pas tant que ça. Puis j'avais les pieds sur terre. Quand je suis sorti du loft, j'ai pas rentré dans le loft
pour faire carrière, me faire voir, devenir un influenceur ou des trucs du genre. Moi, je suis rentré dans l'optique de dire, je veux gagner le prix à la fin. That's it. Moi, c'est comme si j'allais gratter des billets de loterie pendant 2 mois et demi. C'est comme, moi, c'est le prix à la fin. Le reste, je m'en fous, que je me fasse haïr, que je me fasse aimer, peu importe, en autant que je gagne à la fin. C'était le... Puis j'avais pas d'aspiration pour plus que le prix final. J'avais pas l'aspiration de dire, oh, je vais revenir pour une deuxième saison éventuellement, ou je vais refaire carrière. Ou... Non, j'avais les pieds sur terre de me dire, non, c'est une opportunité pour gagner un prix. Je suis pas con. Il y a un prix en argent ou une maison, ou peu importe, à gagner. Je veux le gagner. Puis après ça, on verra. Mais je me suis pas fait d'idée. Le problème, c'est que les gens rentrent souvent avec des scénarios préfaits de se dire, oh, il va y avoir du sport, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Voyons, tu sais, c'est comme. À ce niveau-là, c'est plate à dire. Quand j'ai lu un peu les commentaires de Julie Lemay dans ses entrevues, ces choses comme ça, c'est plate à dire. J'ai l'impression que malheureusement, elle était juste pas mentalement préparée. Elle était peut-être pas là dans sa vie. Elle a agi d'une certaine façon en supposant des choses, mais de façon très mal renseignée. Elle a pas. Puis là, je parle à l'époque, elle était jeune, ok, peut-être naïve, fine. Mais je pense que malheureusement, il y a une part de responsabilité qui retombe sur les épaules des joueurs. Il y en a qui vivent dans le déni. Puis je vais faire le comparatif par rapport à Big Brother cette année, Big Brother US. Il est arrivé un moment où il y a eu un vote, on pourrait dire, punitif envers certains joueurs. C'est le public qui votait. Et tu as eu 2 joueurs, il y avait 3 joueurs qui étaient comme, on pourrait dire, punis ou potentiellement punis. Puis il y avait 2 joueurs, c'était comme, ouais, ben, tu sais, ça doit être du monde qui nous aimait, puis tout. Et tu as eu Jackson, qui était pleinement conscient, puis qui est arrivé, il dit, non, non, si on s'est fait voter par le public, c'est parce qu'on est haï. On est haï, puis on l'assume, puis regarde, je m'en fous d'être haï, moi je suis là pour gagner. Puis c'est niaiseux, mais il assumait son côté de faire comme, lui, il venait de se rendre compte, il est détesté, ok, c'est correct, je passe par-dessus, puis je continue. Tandis que les 2 autres joueuses vivaient dans le déni. Ben, c'est un peu ce que j'ai l'impression avec Julie Lemay, c'est qu'elle ne s'est pas questionnée par rapport à son aventure. Avant de rentrer dans l'aventure, elle n'a pas pris des notes par rapport à ce qui se passait dans d'autres téléréalités ailleurs. Et c'est la grosse différence, comme avec moi, mon aventure, que j'étais pleinement conscient de ce qui pouvait arriver, j'étais pleinement conscient de ce qu'il pouvait montrer. Et j'ai embarqué dans ma façon d'être et ma stratégie, la façon de gérer le jeu. Et toujours en ayant en tête ce qui pouvait être diffusé à l'extérieur du jeu. Ce que les autres joueurs ont souvent pas fait. Même dans le 6, il y a beaucoup de joueurs qui ont pas pris conscience de ça. Malgré qu'ils avaient déjà joué, ils sont revenus. Puis on dirait que malheureusement, dans le 4, c'était de la naïveté. Dans le 6, c'était de l'orgueil. Les gens pensaient que ben, j'ai été super aimé la première fois, je vais être encore super aimé. Et ils ont pris pour acquis le fait d'être aimé. Et on a vu que dans certains cas, ça n'a pas joué à leurs avantages. Donc bref, ce que j'en pense, je pense que c'est un livre qui a été écrit avec une certaine sincérité de ce que j'ai pu lire, des petits extraits, des choses comme ça. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que Julie Lemay rejetait beaucoup le blâme sur les émissions de télé-réalité. Malheureusement, je vous dirais, le blâme revient aussi aux joueurs. C'est pas un blâme unique que c'est les productions de télé-réalité, que c'est les maisons de production. C'est aussi le fait que si tu embarques dans un système de même, puis que tu sais pas à quoi tu t'en vas faire face, et que tu as une vision complètement, je pourrais dire, embrumée de la situation, de dire que tu vois pas la situation comme elle devrait être, non objective, puis que c'est purement émotionnel, tu fais comme, oh mon Dieu, je vais faire carrière, je vais faire ci, je vais faire ça. Ben, je pense que si tu n'as pas les pieds sur terre, tu risques d'être déçu, tu risques de sortir de là, puis de te planter, puis d'être sa grosse dépression, comme il y a plusieurs joueurs que ça lui est arrivé, de ressortir de là, puis se rendre compte que c'est plate, tu reviens dans ta vie, tu reviens un nobody, t'es pas personne d'exceptionnel en sortant de là. C'est plate, mais c'est ça. Fait que c'est mon analyse sans avoir lu le livre. Peut-être que j'aurais une opinion plus pointue en parcourant le livre, mais je pense quand même que je voyais un peu la tendance vers quoi Julie Lemay s'enlignait. C'est une critique qui vaut la peine quand même de faire, mais je pense que dans sa situation à elle, il y a beaucoup de
de sa propre responsabilité qu'elle n'a pas nécessairement développé. Elle a préféré rejeter le blâme et être un peu plus... d'avoir quelqu'un à blâmer pour, je pourrais dire, les faiblesses d'après le jeu, même pendant le jeu ou autre. Je vous dirais pas que c'est pas tout à fait faux ce qu'elle a écrit, mais j'ai l'impression quand même qu'elle voit de sa perception et non pas d'une façon objective. C'est un peu le constat que je pourrais faire de ça. On a eu Fred Kipin qui nous a demandé qui était le maître dans Love Story 2, 3, 4, 5, sa formation, ses études. Premièrement, une des choses, on a eu un maître différent à Love Story 6, fait qu'il y a eu 2 maîtres. Je dirais pas le nom du maître nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là. C'est à cette personne-là de se dévoiler peut-être plus publiquement. Mais malheureusement, les gens ont une conception de qui était le maître, souvent avec l'image, la personne qui avait pas de cheveux. Les gens essayaient de mixer avec la voix, de quoi c'était, puis bon, ça pouvait être qui avec les changements de voix. Malheureusement, c'était juste un membre de la production, c'était pas Alain Dumas ou des choses comme ça, c'était pas un artiste omniprésent sur la scène artistique. Pour ce qui est son background, sa formation, ses études, sincèrement, même moi, je ne sais pas. Je sais que la personne a travaillé beaucoup dans le monde de la production télévisuelle. Elle travaille toujours dans le monde de la production. Mais l'image qu'on a du maître, c'est une image complètement fausse. C'est pas le physique du maître du tout par rapport à Love Story 2, 3, 4, 5. Fait que malheureusement, pour la majorité du monde, même si je vous donnais le nom, la majorité du monde vont faire comme c'est qui? C'est pour ça que je suis comme bon. Mais c'est un membre de la production. C'est la façon la plus simpliste que je peux l'emmener. Donc, ensuite de ça. Christophe Lebel nous avait écrit: maintenant j'aimerais savoir si tu aurais aimé une heure de vérité façon OD à Love Story. Je te dirais, aimer ça pour moi, ça n'aurait eu aucune importance. Dans le sens que le problème que en fait, ça dépend toujours. C'est que est-ce que dans une heure de vérité de Love Story, on aurait eu le temps, nous, en tant que joueurs, mettons, qui seraient en finale, on aurait eu le temps d'écouter tous les épisodes de Love Story avant l'heure de vérité? J'en doute. Parce que OD, c'est un peu la problématique, c'est que tu vois des segments et tu fais une certaine image. Avoir eu du temps, mettons exemple de dire 1 mois après ou 2 mois après, tu fais une heure de vérité juste pour rapper les choses, ça aurait pu être intéressant parce que là, on aurait pu revenir sur certains points puis bâcher sur certaines affaires, sur certaines contradictions de certains joueurs, puis de finaliser ça comme il faut. Ça aurait pu donner un bon show de TV. Mais moi, personnellement, est-ce que ça m'aurait donné quelque chose? La réponse est non. Ça n'aurait fait aucun changement en tant que joueur. Je pense que c'est souvent... Je vois toujours l'heure de vérité, puis c'est toujours comme un peu... Et je trouve ça banal dans une certaine mesure, dans le sens que... surtout quand tu t'en prends, mettons, à ceux qui ont gagné. T'as bien beau le bâcher dessus pendant une demi-heure de temps, la personne a gagné, pas toi. T'auras beau chialer, moi avoir été, je vais prendre l'exemple de Love Story 6, avoir sorti avec, quand j'ai sorti avec la victoire, j'aurais pu avoir 12 personnes qui m'auraient bâché dessus pendant 1 heure de temps, je les aurais ri d'en face, ils comme, ouais, ben beau de me bâcher dessus, de me cracher dessus, de m'insulter de ci, de ça. Vous avez rien gagné, moi oui. fait que ça aurait-tu été vraiment nécessaire? Je vous dirais que non. Mais pour le téléspectateur, ça peut être quelque chose qui aurait été intéressant. Fait que de ce côté-là, j'aurais participé simplement pour donner un show. Sincèrement, rendu là à l'heure de vérité, c'est vraiment une question de donner un show pour le téléspectateur. C'est comme ça que moi je l'aurais vu. Fait que mais sinon, comme je dis, le problème, c'est que souvent, ils n'ont pas le temps d'écouter tous les épisodes qui ont paru. Fait que sans avoir vu tous les épisodes, est-ce qu'on est capable de se faire vraiment une tête et de faire un argumentaire par rapport à ça? Je vous dirais probablement pas. Ou du moins pas assez pertinent ou pas assez solide. Fait que, ensuite de tout ça, Christophe Lebel me demandait aussi, et aussi je me demandais si l'idée de parler aux caméras a été improvisée ou tu l'as imaginé avant de rentrer dans l'offre.
Je te dirais que j'avais déjà mon idée de parler aux caméras avant de rentrer dans le loft. J'avais vu un peu, c'était un petit mix aux États-Unis. Il y a eu Dr. Will qui le faisait un peu, pas beaucoup. Dr. Will le faisait pas beaucoup. Et il y a eu Evil Dick qui le faisait dans la saison 8, qui l'a fait plus vers la fin de la saison. Et ça m'avait donné un peu ce mood-là, sans nécessairement vouloir répéter ce que les autres ont fait, parce que moi, je voulais emmener beaucoup plus. Dr. Will puis Evil Dick n'emmenaient pas nécessairement le côté stratégique à fond dans leur conversation. Moi, je voulais faire participer vraiment le public à dire ok, je vais essayer de faire ça, je vais voir c'est quoi le résultat, peut-être que ça va être un résultat de marde, peut-être que ça va être un super bon résultat et tout. Mais j'essayais d'embarquer le téléspectateur beaucoup plus qu'eux autres l'ont fait. Eux, je vous dirais que peut-être que le fait de parler aux caméras dans Love Story 6 ressemblait peut-être un peu plus à ce que Evil Dick faisait dans Big Brother, c'est-à-dire que dans Love Story 6, j'avais moins de pouvoir sur ce que je pouvais faire, j'avais moins de twist que je pouvais utiliser pour créer des situations particulières. Fait que, côté stratégique, malheureusement, Love Story 6, c'était vraiment mal monté comme production. Donc, je parlais un peu plus de façon normale, donc de la vie courante. Je parlais de plusieurs sujets dans Love Story 6, alors que Love Story 4 était beaucoup plus stratégique. Fait que mes conversations stratégiques de Love Story 4 étaient un peu plus uniques. C'était quelque chose que j'avais pensé avant l'offre. À Love Story 6, j'étais allé plus dans une optique, là, comme Evil Dick le faisait à Big Brother, dans la 8e saison de Big Brother US. Fait que, ensuite de tout ça, on a eu Éric Lefebvre qui nous avait écrit quand même là, un bout de temps. Si tu avais eu le choix pour Love Story 6, en revanche, qui aurait été tes 16 participants? En fait, c'était pas. Il y a beaucoup de gens qui disent écoute, le cast de Love Story 6, il y avait plein de joueurs qui auraient. Il n'y avait pas d'affaires là. Et je suis d'accord. Ok, sincèrement, direct en partant, bon, des affaires comme Gab et Alexandra d'Occupation Double, non, vous prenez pas ça. Là, de toute façon, ça n'a absolument rien changé dans le jeu. Malheureusement, quelqu'un comme Christelle, ça avait pas sa place là. Je vous dirais même à la limite, David, je l'aurais peut-être flushé. Il a été bon dans Love Story 6, mais je veux dire, si on regarde le passé, j'ai comparé dans une autre de mes vidéos David à Rob Mariano de Survivor. C'était un peu le même sentiment, c'est-à-dire Rob Mariano n'avait pas nécessairement bien fait dans sa première saison de Survivor. Il l'avait ramené, il a bien fait, mais souvent il a bien fait parce qu'il n'avait pas bien fait la première fois. C'est un mix bag un peu de ce côté-là. En mon sens, Rob Mariano n'aurait pas dû participer à la saison All-Star de Survivor, pas plus que sa blonde Amber. Amber a remplacé Elisabeth. Mariano avait remplacé, en tout cas, on peut supposer qu'il a remplacé Brian et Dick. Et donc, c'est un peu le même feeling par rapport à ça. Fait que le hic derrière ça, c'est que la production n'a comme pas tant eu le choix que ça. La raison, c'est que la majorité des joueurs importants qui manquent, qui à mes yeux manquent au show, on pense à Sean Edward, Kim, Elisabetta, voyons, même Thomas. Thomas, je ne le mets pas dans cette catégorie-là. Mais principalement, je vous dirais Elisabetta, Sean Edward, Kim. Je mettrais Charles-Éric aussi, de la saison 5. Malheureusement, c'est des joueurs qui ont tout simplement refusé de participer à Love Story All-Star. Ils ont juste pas voulu y aller. Donc, dans un concept comme ça, la production n'a comme pas le choix de dire écoute, mes joueurs principaux veulent pas y aller, ou mes joueurs d'impact, mes All-Stars veulent pas tous y aller. Ben, il faut que tu combles des trous. C'est plate, t'as des trous à combler, puis là, ben, à ce moment-là, tu t'essayes de combler les trous avec des personnalités qui peuvent être intéressantes dans le contexte des autres joueurs. Fait que. Et je pense que ça a été un petit peu ça qui a été fait, et ça a été un peu la mentalité qui a été faite. Donc, globalement, comme je vous dis, moi, j'aurais vu Sean Edward, j'aurais vu Elisabetta, Kim, Charles-Éric. C'est 4 personnes que, pour moi, c'était qui avaient leur place. J'aurais pris aussi Mélanie, première saison. Malgré qu'elle avait vieilli, elle méritait sa position dans le All-Star. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle aurait bien fait, mais elle méritait sa position dans le All-Star. Et j'aurais remplacé beaucoup de joueurs, donc les 2 d'Occupation Double, probablement David, Christelle, et je pourrais dire,
Je sais pas à quel point j'aurais sacrifié quelqu'un d'autre. Là. Les autres ont quand même relativement bien fait. Ça dépend toujours. Est-ce que ça aurait été plus des filles qui seraient revenues dans les autres All-Stars? Parce qu'on peut dire, bon, Cynthia, malheureusement, Cynthia, je l'aurais peut-être vu se faire partir, même Sini, qui n'était pas essentiel. Sini a fait le show au final, là, quand même, faut y donner ça. Peut-être contre elle, mais ça a été quand même ça. Mais je pense que le bassin de vrais All-Star était limité. Il était plus limité que la production l'aurait voulu. Et c'est dur d'avoir juste des bons joueurs. Même aux États-Unis, sincèrement, même dans Big Brother, dans Survivor, quand ils ont fait des All-Stars, ils ont eu beaucoup de difficultés à avoir des joueurs top niveau en tout point. Là. C'est plate. Je pense que la saison qui a été le plus proche a été Heroes contre Villain à Survivor et le All-Star de Big Brother. Ils ont été capables d'avoir quand même pas mal les meilleurs, mais malgré tout, dans l'All-Star de Big Brother, tu as quand même eu Mike Mallon et Erika qui avaient peut-être pas d'affaires là. Puis finalement, ça a été les deux qui ont été à la fin. Fait que c'est plate, mais c'est ça. Fait que, comme je dis, toutes les saisons All-Star ont toujours ce problème-là, c'est-à-dire que c'est pas toujours le joueur légendaire qui veulent revenir. Il y a des joueurs légendaires qui ont fait le vie à l'extérieur, qui ont fait autre chose à l'extérieur, et donc de revenir jouer, ça les intéresse plus, ou ils sont ailleurs dans leur vie. C'est plate, mais il faut l'accepter. Mais ça donne un peu le pouls de certains joueurs que j'aurais remplacés et que j'aurais préféré, les joueurs que j'aurais préféré à leur place en tant que tel. Ensuite de ça, Chris Lebel qui nous dit aussi considères-tu que Love Story 4 était une saison parfaite ou elle avait aussi des défauts? Je pense pas que tu peux avoir une saison parfaite. Je pense qu'il y avait beaucoup de défauts. Je pense que le principal défaut de Love Story 4 a été le fait que la production ne s'attendait pas à ce que je sois un joueur avec une drive comme ça. Fait que je vais prendre un peu l'exemple de quand j'avais volé la chambre de patron à Mathieu Blond. Mathieu R. La production n'a pas su quoi faire avec. Il savait juste pas. Parce qu'il n'avait pas prévu ce cas de figure-là. Il n'avait pas prévu le fait que je pouvais voler la chambre de patron et ça servirait contre moi. Mais moi, j'avais en tête de créer quelque chose. Je voulais créer de la merde. La production n'a pas su quoi faire avec ce que j'essayais de créer là. Et ça avait fait ben le trouble à l'intérieur du jeu. Mais il y a eu des situations de même qu'on dirait que j'ai pris de court la production. Fait que de ce côté-là, je me dis, ça a été une grosse faiblesse de la production. La production au début qui savait pas en tout quoi faire avec moi, dans le sens que quand je parlais aux caméras, dans les 2 premières semaines, à un moment donné, j'ai parlé avec la production parce qu'ils m'ont dit, ouais, le fait de parler aux caméras, de rester debout la nuit, tu sais, nous autres, on voit pas l'intérêt, puis pourquoi tu fais ça, puis tu sais, il avait l'air un peu mélangé sur où c'est que je m'enlignais, puis la ligne de pensée que j'avais, tu sais. Puis il y a eu comme un moment d'adaptation comme ça de la production qui savait pas trop quoi faire avec moi en tant que joueur, parce qu'il était trop habitué avec un style de jeu traditionnel que les joueurs vont juste se parler, essayer de se matcher, là. On pourrait dire ça de même. Fait que de ce côté-là, je dirais que c'est la faiblesse que je peux remarquer le plus dans le Story 4. Il y a des compétitions qui ont été très mal pensées. On voit que le input de réflexion n'a pas été bon. Je vais prendre mon troisième pouvoir de patron, entre autres, où ce que je choisissais qui ne participait pas à une compétition. Puis si j'avais choisi Thomas, je l'excluais de la compétition. Et ensuite, c'était le joueur que j'avais éliminé qui choisissait c'est qui ne participait pas, le prochain qui ne participait pas à la compétition. Ben évidemment, c'est moi qui Thomas a choisi. Tu sais, je venais de l'éliminer, ils m'ont rééliminé en échange pour faire comme, ben œil pour œil. Tu sais, je veux dire, n'importe qui aurait pu prédire que ça arriverait comme ça. Sauf la production. La production, là, c'est comme, ah man, voyons, on ne s'attendait pas que Thomas puisse éliminer Sébastien de la compétition à ce moment-là. Voyons, tu sais, je veux dire, t'as pas réfléchi à ton affaire pantoute, là, tu sais. Fait que, il y a eu des petites affaires de même que je dirais que ça n'a pas été réfléchi à outrance. Fait que ça, c'est les faiblesses, je dirais, de Love Story 4.
par contre, il y avait tellement plus de pouvoir, plus de twists, plus de... Les pouvoirs du patron, je trouve que c'était un ajout extraordinaire qui n'ont pas continué dans Love Story 5, c'est de valeur, ni dans Love Story 6, évidemment. Je pense que ça créait vraiment des revirements de situation que les joueurs devaient s'adapter. Fait que ça, de ce côté-là, je trouvais ça intéressant. Je trouvais quand même aussi que le casting était bon. Il y avait quelques joueurs beaucoup plus faibles, mais je trouve que les joueurs étaient beaucoup plus forts, avaient de la personnalité beaucoup plus que dans d'autres saisons, où ce que tu avais juste deux trois joueurs avec de la personnalité, puis le reste c'était pas mal neutre, je vous dirais. Là. Fait que, tandis que dans le All-Star, ben pas le All-Star, mais la saison 4, je voyais vraiment que les gens avaient une personnalité beaucoup plus forte, puis ressortaient plus à la télévision. Et Chris Lebel finit par nous demander et pourquoi les producteurs de télé-réalité ne tiennent pas en compte Love Story 4, qui était beaucoup plus centré sur la stratégie et qui a rencontré un grand succès au niveau des codes d'écoute. J'ai déjà un peu discuté de ce point-là, Chris. Je vais te résumer, mais dans un autre de mes vidéos, je me rappelle pas lequel. Il faudrait que. Je vais essayer de lire. J'ai. Dans quel. Je me rappelle pas dans quelle vidéo de questions-réponses, mais il y a une autre vidéo de questions-réponses qui répondrait peut-être un peu mieux à ta question, mon cher Chris. Euh, euh, oui, la saison a été un gros succès de code d'écoute, mais généralement, c'est comme dans n'importe quelle entreprise ou restaurant ou autre, ce que tu essaies de combler, c'est ta base de fans traditionnels. Tu essaies de faire plaisir plus à ta base. Et la base d'un show comme Love Story ou comme Occupation Double, c'est des gens qui écoutent ça un peu plus comme des histoires d'amour, pour des petites histoires quétaines, pour écouter. Puis même si ta base est moins importante que ceux que tu peux attirer quand c'est bien explosif, ça reste quand même que ta base est plus solide. Fait que ça te donne des codes d'écoute qui reviennent de saison en saison. Versus des gens qui peuvent être là à cause que tu as un joueur explosif, mais que, tu sais, si t'as pas ce joueur explosif-là pour embarquer dans le côté stratégique, ça donne pas grand-chose. Puis moi, je pense que c'est ça un peu la problématique, parce que je pense qu'à Love Story 6, ils ont essayé un petit peu ce principe-là avec Isabelle, entre autres, puis Isabelle s'est plantée, c'est plate à dire, je l'adore Isabelle, mais elle s'est plantée dès le début. Euh, Geneviève va essayer de l'être un peu plus, Arcadio aussi dans Love Story 5, mais le problème, c'est que dans Love Story 4, il y avait beaucoup de choses stratégiques, mais il y avait aussi le joueur qui fitait avec ce qu'ils ont amené. J'ai exploité au maximum le twist. J'ai essayé de pousser au maximum le twist pour créer un bon show de TV. Malheureusement, un va pas sans l'autre. Puis c'est difficile de trouver un joueur qui va être prêt à jouer sale comme moi. Et c'est dur aussi d'amener des twists de fou à toutes les saisons. Fait que t'es toujours pris dans le concept de faire comme est-ce que je m'essaye vraiment d'avoir toujours ce hype-là pour essayer d'aller chercher un joueur incroyable qui va fitter avec mes twists? Ou si j'y vais de façon plus traditionnelle en espérant qu'il y ait un joueur qui ressorte du lot? Puis, je pense que c'est un peu ça que la production a été prise de cette idéologie-là. Moi, je serais beaucoup plus de l'idée de vous faites un jeu ouvert où ce que ça peut être ultra stratégique et tout, mais ça veut pas dire que ça plairait à tout le monde. Parce que même je voyais, je veux dire, j'allais sur les forums de discussion par rapport au Loft, puis t'avais une manne de gens qui se plaignaient parce qu'ils disaient que moi j'avais rien à faire là et que ça devait être un show par rapport au couple tout, puis que eux autres c'était comme mais non, on veut avoir un petit couple à la fin, puis si ce gars-là il change là-dedans, c'est pas correct, puis tout. Puis c'est malheureux, c'est eux autres les fans à la base, puis la production veut pas nécessairement perdre ce monde-là parce que c'est du monde qui vont toujours écouter les saisons sans trop se poser de questions. Comme si c'est du bon, c'est pas bon, ils vont toujours écouter ça en faisant il va peut-être avoir un petit couple à la fin. Puis ça donne le résultat que ça donne. Fait que la production est prête un peu à sacrifier les gens qui vont l'écouter en plus en se disant ben, de toute façon c'est toujours risqué d'une saison à l'autre d'aller dans cette direction-là parce que tu sais jamais si ça va fonctionner ou non. Et on risque de perdre notre base. Fait qu'on risque de mettre le show à terre à moyen ou long terme. Fait que, mais de toute façon, finalement, ils ont mis le show à terre pareil. Mais c'est les mentalités un peu des maisons de production. Et aussi, ça reflète
c'est plate à dire, mais l'âge de certaines personnes qui sont à la tête des maisons de production, c'est des gens qui sont là depuis trop longtemps, qui ont vu un certain concept, des certains principes, puis qui se disent ça marchait comme ça doit encore marcher de même, et ça va toujours marcher de même. C'est des mauvaises conceptions, malheureusement, dans tous les domaines de la société. Je peux vous dire, dans toutes quasiment les cercles d'emploi, peu importe où ce que vous allez aller, ça fonctionne comme ça. Les gens qui sont en haut, ils considèrent que le succès a été bâti à cause d'une certaine raison. Ils vont sticker sur cette raison-là. Puis tout ce qui est à l'extérieur qui peut lui rapporter plus d'argent ou autre, ils considèrent que ça peut être des anomalies ou quelque chose de vraiment passager. Ils ne remettront pas nécessairement leur concept en doute. Puis, ben, dans le monde de la télé, c'est un peu la même chose. Fait que j'ai répondu à une couple de vos questions aujourd'hui encore une fois. J'en ai encore d'autres en réserve. Fait que j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez faire un petit like aux vidéos, ça me ferait super plaisir. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.